Nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Dans les prochaines minutes, cette histoire va montrer comment 10 petits sous-marins, des mines cachées et un seul détroit étroit peuvent forcer les plus grandes marines du monde à hésiter. Et pourquoi cette hésitation peut se rendre jusqu'à votre pompe à essence, votre hypothèque et votre facture d'épicerie. Le 10 mai 2026, le commandant de la marine de l'armée iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, est apparu devant une caméra et a fait une déclaration qui comptait beaucoup plus qu'il n'y paraissait au départ. Il a dit que les sous-marins légers construits localement par l'Iran opéraient dans les eaux du détroit d'Ormuz dans un état, je cite, de préparation à tirer le doigt sur la gâchette. C'est l'expression qu'il a utilisée. À première vue, on pouvait facilement balayer cela comme une nouvelle démonstration dramatique de l'Iran, une manière de lancer des menaces, de bomber le torse et de jouer devant les caméras. Mais ce que les caméras ont ensuite montré a changé le sens de cette déclaration. Une formation de petits sous-marins noirs élancés bas sur l'eau a fait surface ensemble près du détroit. Les Iraniens les ont appelés les dauphins du golfe Persique. Ils sont remontés, ont effectué des manœuvres, ont tenu leur formation pendant un moment, puis, un par un, ont disparu de nouveau sous la surface. Cette petite démonstration, ces dauphins qui replongeaient, n'était pas un exercice militaire, c'était un message. Et ce message était très simple. Il était envoyé directement à Washington, à Paris et à Londres. Nous sommes toujours là et vous ne savez pas où nous sommes. Ce qui est gênant, parce que nous ne savons pas où ils sont, n'est pas exactement le genre de formule qui s'imprime bien sur une bannière de victoire à la Trump. La raison pour laquelle cela compte ne tient pas seulement au fait que quelques petits sous-marins soient apparus dans le golfe Persique. Le véritable enjeu, c'est ce que ces sous-marins représentent en matière de théorie des jeux, de conflits asymétriques et de réalité du pouvoir, qui n'est pas toujours ce qu'il semble être. Quelques semaines seulement avant ce moment, le Pentagone avait fait une annonce très confiante. Il disait, et ce n'est qu'une paraphrase à peine modifiée, que la flotte de sous-marins de l'Iran avait été complètement détruite, que l'opération Epic Fury avait éliminé la menace sous-marine et que Téhéran n'avait plus un seul sous-marin fonctionnel. Mais exactement au même moment où le Pentagone faisait cette annonce, des évaluations indépendantes du renseignement, provenant de sources qui ne sont pas sur la liste de paix du Pentagone, racontaient une toute autre histoire. Elles affirmaient qu'environ 10 mini-sous-marins de classe Gadir demeuraient introuvables dans tous les rapports américains d'évaluation des dommages de combat. 10 sous-marins avaient disparu, non pas détruits, non pas coulés, simplement non retrouvés. Apparemment, dans l'école de communication militaire pro-Trump, complètement détruit peut encore inclure 10 sous-marins qui refusent tranquillement de participer au communiqué de presse. Pour comprendre pourquoi cela est dangereux, il faut comprendre ce qu'est réellement un sous-marin Gadir. La classe Gadir a été lancée pour la première fois par l'Iran en mai 2005 et officiellement mise en service actif en 2007. Sa conception est fondée sur le sous-marin nord-coréen de classe Yono. Cela peut sembler surprenant, parce que la Corée du Nord n'est pas généralement associée à une puissance économique ou industrielle avancée. Mais dans la guerre asymétrique, la question décisive n'est jamais de savoir qui a le plus d'argent. Elle est de savoir qui conçoit le bon outil pour le bon environnement. Les caractéristiques techniques semblent modestes. Le Gadir mesure 29 mètres de long, soit environ 2 autobus urbains stationnés bout à bout. Son déplacement en immersion se situe entre 120 et 125 tonnes. Sa vitesse maximale en immersion est de 8 nœuds. Selon les normes navales conventionnelles, le Gadir est petit, lent et limité. En haute mer, face à un sous-marin nucléaire américain, il n'y aurait même pas de comparaison possible. Mais la leçon fondamentale, c'est que la question n'est jamais de savoir quelle est la puissance d'une arme dans l'abstrait. La question est de savoir quel problème précis cette arme résout dans cet environnement précis contre cet adversaire précis. Lorsque cette question est posée à propos du Gadir dans le golfe Persique face à la marine des États-Unis, la réponse change tout. La géographie est centrale, parce que la géographie, c'est le destin. Pour comprendre un conflit, le premier endroit à regarder, ce ne sont pas les armes, mais la carte. Le golfe Persique et le détroit d'Ormuz sont, selon les normes des océans du monde, extraordinairement peu profonds. La profondeur moyenne du golfe Persique est d'environ 50 mètres. Dans les principales voies de navigation du détroit d'Ormuz, les corridors réels où passent les pétroliers et les cargos, l'eau n'a qu'environ 30 mètres de profondeur. C'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Le sous-marin américain de classe Ohio mesure 170 mètres de long et déplace 18 750 tonnes. C'est l'une des armes les plus sophistiquées jamais construites par l'être humain. Il est conçu pour opérer dans les eaux profondes et froides de l'Atlantique Nord et du Pacifique, des eaux qui atteignent des centaines, parfois des milliers de mètres de profondeur. Il peut plonger profondément, accélérer, esquiver et lancer des frappes à des distances extraordinaires. Mais quand ce sous-marin est placé dans une masse d'eau d'à peine 30 mètres de profondeur, il devient une baleine coincée dans une baignoire. Il ne peut pas plonger, il ne peut pas manœuvrer efficacement. Les températures élevées et la salinité inhabituelle du golfe
crée des problèmes techniques pour des systèmes conçus pour des conditions océaniques froides et profondes. C'est la partie qu'aucun slogan de podium ne peut corriger. Un sous-marin conçu pour les grands fonds ne devient pas plus petit simplement parce que quelqu'un dit domination totale dans un micro. Le Gadir, au contraire, a été conçu précisément pour cet environnement. Il mesure 29 mètres de long et pèse environ 120 tonnes. Il peut opérer confortablement à 30 mètres de profondeur. Il peut se glisser dans les principales voies de navigation du détroit d'Ormuz avec un dégagement suffisant. Et il peut faire quelque chose qui change complètement l'équation stratégique. Il peut rester absolument immobile sur le fond marin, moteur coupé, tous les systèmes électroniques en mode de puissance minimale, complètement immobiles, simplement posés au fond. Cela a d'énormes implications pour la détection. Le sonar actif envoie des impulsions sonores et analyse les échos qui reviennent. Le sonar passif se contente d'écouter et de capter les sons produits par la cible. Ces deux systèmes sont conçus pour repérer des objets en mouvement qui font du bruit ou qui produisent une signature acoustique distincte. Un Gadir posé complètement immobile sur le fond marin, moteur coupé, ne produit presque aucune signature acoustique. Le facteur environnemental rend cela encore plus important. Le golfe Persique est l'une des masses d'eau les plus bruyantes de la planète. Des centaines de navires commerciaux y circulent chaque jour. Des dizaines de plateformes pétrolières en mer fonctionnent 24 heures sur 24, forant, pompant et envoyant des vibrations mécaniques dans l'eau dans toutes les directions. Les variations naturelles de salinité créent des couches d'interférences acoustiques qui déforment les lectures du sonar. Dans cet environnement, un sous-marin de 120 tonnes posé immobile au fond est, du point de vue des systèmes sonars les plus avancés au monde, pratiquement impossible à distinguer d'un tas de roches ou d'un morceau d'épave submergé. La marine américaine déploie des avions de patrouille maritime fuit Poséidon, les avions de chasse aux sous-marins les plus avancés jamais construits, chacun coûtant plus de 200 millions de dollars, qui effectuent des trajectoires continues au-dessus du Golfe, larguent des bouées sonars et écoutent. Elle déploie aussi des destroyers dotés des réseaux de sonars passifs les plus sophistiqués jamais mis au point. Pourtant, ces systèmes, dans cet environnement précis, contre cette cible précise, ne parviennent pas à trouver 10 sous-marins reposant silencieusement sur le fond marin. C'est une façon coûteuse d'apprendre que tous les problèmes ne se règlent pas en faisant voler une facture plus grosse au-dessus d'eux. Ce n'est pas un échec de la technologie américaine. C'est un échec des hypothèses américaines. La marine a construit sa capacité de guerre anti-sous-marine pour combattre les sous-marins nucléaires soviétiques dans les grandes profondeurs de l'Atlantique Nord. Elle ne l'a jamais pleinement optimisée pour traquer de petits mini-sous-marins silencieux, posés au fond, dans une masse d'eau peu profonde, bruyante et encombrée d'activités industrielles. La doctrine n'était pas adaptée à l'environnement et l'Iran avait compris cette asymétrie bien avant le début de cette guerre. La partie que la plupart des médias comprennent mal, c'est la nature de la menace. Quand les gens pensent au danger des sous-marins, ils se concentrent généralement sur les torpilles. L'hypothèse est simple, un sous-marin tire des torpilles sur des navires et c'est cela, la menace. Mais les torpilles ne sont pas l'arme principale du Gadir. La vraie arme, l'arme stratégique, celle qui donne à l'Iran un véritable levier sur le détroit d'Ormuz, c'est la mine navale. Comprendre ce que ces mines font réellement permet de voir pourquoi l'affirmation du Pentagone selon laquelle il a neutralisé la menace est si dangereusement trompeuse. L'Iran possède plusieurs familles de mines navales, mais deux sont particulièrement pertinentes. La première est la Maham 2. C'est une mine de fond. Lorsqu'un sous-marin Gadir la largue au milieu de la nuit dans le détroit d'Ormuz, elle coule jusqu'au fond marin et reste à plat. Elle ne flotte pas. Elle ne pend pas à un câble. Elle repose simplement au fond, à moitié enfouie dans le limon et le sable, apparaissant au sonar comme rien de plus intéressant qu'une pierre plate. Son ogive contient 320 kg d'explosifs puissants, assez pour briser la quille de tout pétrolier commercial ou navire militaire qui passe au-dessus. La caractéristique qui rend la Maham 2 vraiment extraordinaire, c'est son mécanisme de comptage des navires combiné à un délai d'activation. Elle peut être programmée pour laisser passer les 5 premiers navires en toute sécurité, ou les 20 premiers, ou les 100 premiers, puis exploser sous le navire correspondant au nombre précis qui a été réglé. Sur le plan tactique, cela change tout. Des dragueurs de mines américains et alliés peuvent entrer dans la zone, effectuer un balayage selon toutes les procédures standards, ne rien trouver, déclarer la route dégagée et permettre au trafic commercial de reprendre. Tout semble normal. Les gens se détendent, puis peut être une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, par un après-midi tout à fait ordinaire, une Maham 2 qui a compté jusqu'à 20 et un explose sous un superpétrolier transportant 2 millions de barils de pétrole brut. Les dragueurs de mines étaient passés. Ils avaient certifié que la route était sûre. Et la mine était toujours là, toujours en train de compter, toujours en attente. Il est difficile de vendre le slogan « Mission accomplie » quand la mine attend poliment que les équipes de télévision soient parties.
La deuxième mine est la mine fusée Eumacquinquante, 2 importées de Chine. Elle fonctionne selon un principe complètement différent et franchement terrifiant. Elle peut s'ancrer à plus de 200 mètres de profondeur. Lorsque ces capteurs acoustiques et magnétiques détectent la signature d'un navire de surface passant au-dessus, elle tire une fusée depuis le fond marin directement vers le haut, à travers la colonne d'eau, jusqu'à la coque du navire ciblé. Ce n'est pas une mine passive qui attend d'être heurtée. C'est un système d'attaque actif qui a l'apparence d'un dispositif passif. La vitesse de lancement de cette fusée suffit à rendre impossible toute réaction de l'équipage. Au moment où quelqu'un à bord du navire au-dessus comprend que quelque chose vient de se produire, la fusée est déjà arrivée. La Maison-Blanche a annoncé que les forces américaines avaient détruit 97% du stock total de mines navales iraniennes, évalué à environ 5000 mines. Il reste donc 3%, soit 150 mines. Ce chiffre compte, 150 mines, intelligemment réparties sur le fond d'un détroit large de 33 km, suffisent à bloquer pendant des mois le transit de 20 millions de barils de pétrole par jour. Non pas parce que chaque mètre du détroit serait physiquement bloqué, mais parce qu'une fois l'existence de mines non localisées établie, aucune compagnie d'assurance maritime au monde n'assurera un navire pour ce passage. Sans assurance, aucun capitaine rationnel ne fera passer un navire. Et ces 10 sous-marins Gadir manquants pourraient, en ce moment même, ajouter discrètement à ce nombre, se déplaçant la nuit, larguant une mine à la fois, silencieux et indétecté. Au matin, le compte pourrait être passé de 150 à 153, sans que personne ne le sache. Cela soulève la question fondamentale à laquelle personne à Washington ne veut répondre à voix haute. Pourquoi, avec toute sa technologie, toutes ses ressources et toute son infrastructure de renseignement, la marine la plus puissante de l'histoire du monde est-elle incapable de résoudre ce problème? La réponse ne concerne pas vraiment la technologie. Elle concerne la doctrine. Elle concerne les hypothèses intégrées dans la manière dont une armée est construite. La marine des États-Unis a été construite pour la guerre froide. Toute sa doctrine de guerre anti-sous-marine, ses tactiques, son équipement, son entraînement et les schémas de pensée de ses officiers ont été optimisés pour une menace précise. De grands sous-marins nucléaires soviétiques, rapides opérant dans les eaux profondes de l'Atlantique Nord et du Pacifique. Le Gadir est l'inverse de cette menace dans chacune de ses dimensions. Il est petit, pas grand. Il se déplace lentement lorsqu'il chasse, pas rapidement. Il se cache en restant immobile, pas en fuyant. Il opère dans des eaux peu profondes et bruyantes, pas dans un océan profond, froid et silencieux. Le résultat est une forme d'aveuglement institutionnel, non pas parce que les officiers de marine américains sont stupides, ils ne le sont pas. Mais lorsque des décennies et des centaines de milliards de dollars sont consacrés à optimiser un système pour un problème précis, l'organisation commence à voir le monde à travers la lentille de ce problème. Lorsqu'un type de problème complètement différent apparaît, le réflexe initial consiste à appliquer les anciens outils. Et les anciens outils ne conviennent pas. Chaque fois que la marine déploie un fusil Poséidon pour traquer un Gadir, elle utilise un avion de 200 millions de dollars pour chercher une cible qui vaut quelques millions de dollars et elle échoue souvent à la trouver. Ce n'est pas une victoire militaire, c'est une hémorragie économique. Et l'Iran est parfaitement satisfait de laisser cette situation se poursuivre. Pour un mouvement qui adore appeler tout et n'importe quoi une excellente affaire, dépenser 200 millions de dollars pour perdre une partie de cache-cache contre un mini-sous-marin est une affaire étonnamment discrète. La France et le Royaume-Uni représentent l'une des études de cas les plus instructives sur l'apparence du pouvoir par rapport à la réalité du pouvoir. La France a déployé un groupe aéronaval centré sur le Charles de Gaulle, le seul porte-avions de la marine française, un bâtiment à propulsion nucléaire qui est réellement l'un des navires de guerre les plus sophistiqués à flot. Symboliquement, c'est important. La France signale qu'elle est présente, sérieuse et capable. Le Royaume-Uni a déployé le HMS Dragon, un destroyer de Type 45, l'un des navires de défense aérienne les plus avancés jamais construits. Le ministère britannique de la Défense a décrit ce déploiement comme une planification prudente visant à assurer la préparation. Ensemble, le Royaume-Uni et la France dirigent la planification d'une coalition multinationale destinée à protéger la navigation commerciale et à rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Des dizaines d'autres pays ont participé aux réunions de planification. Mais le détail crucial, celui que la plupart des médias ont survolé et que le Royaume-Uni et la France ont tous deux déclaré explicitement, clairement et sans ambiguïté, que cette mission maritime ne commencerait pas avant l'établissement d'un cessez-le-feu durable et avant que l'industrie maritime reçoive des garanties suffisantes que les navires pourraient transiter en toute sécurité. En pratique, cela signifie qu'ils protégeront la liberté de navigation dans le détroit une fois que le détroit sera déjà sûr. Ils commenceront la mission après que les conditions qui rendent cette mission nécessaire auront été résolues. Le Charles de Gaulle et le HMS Dragon sont donc ancrés à l'extérieur du problème, en attente. Ils ne draguent pas les mines, ils n'escortent pas les pétroliers dans le détroit, ils ne brisent pas le blocus de facto.
Ils se prépositionnent, mènent une planification prudente et se tiennent prêts pour un avenir où la chose qu'ils sont prêts à faire ne sera plus nécessaire. Et pendant qu'ils attendent, un vraquier a été frappé par un objet volant non identifié à seulement 23 000 marins de la capitale qatarienne, sous les yeux de leur coalition. C'est la version diplomatique d'un camion de pompiers qui arrive et annonce qu'il commencera à arroser une fois que les flammes auront accepté de se calmer. Deux puissances navales sérieuses, dotées de capacités réelles, se retrouvent dans cette position à cause du problème Gadir et du problème des mines. Du point de vue d'un commandant naval français ou britannique, le calcul du risque est clair. Entrer dans le détroit signifie amener des navires dans des eaux où il pourrait y avoir jusqu'à 150 mines navales non localisées sur le fond marin, y compris des mines dotées de mécanismes de comptage des navires que les dragueurs de mines ne peuvent pas neutraliser de façon fiable en un seul passage. Cela signifie aussi opérer dans une zone où il pourrait y avoir 10 contacts sous-marins que le sonar ne peut pas localiser avec certitude. Le calcul du risque est brutal. Si le Charles de Gaulle heurte une mine ou est frappé par une torpille lancée depuis un Gadir indétecté, les conséquences politiques et militaires sont catastrophiques. La France perd son seul porte-avions. Le Royaume-Uni perd un Type 45. La coalition s'effondre, à l'heure ils attendent. Du point de vue de la gestion du risque, c'est le choix rationnel. Mais c'est aussi exactement le choix que la stratégie iranienne était conçue pour provoquer. C'est l'élégance de ce que l'Iran a fait avec le Gadir et avec sa stratégie de minage. L'Iran n'a pas besoin de couler le Charles de Gaulle. Il n'a pas besoin d'attaquer le HMS Dragon. Il n'a pas besoin de tirer un seul coup de feu contre un navire de guerre européen. La simple existence de 10 sous-marins non localisés et d'un nombre inconnu de mines survivantes sur le fond marin suffit à maintenir ces navires de guerre à l'extérieur du problème. C'est la dissuasion dans sa forme la plus efficace. Non pas une dissuasion fondée sur une puissance de feu écrasante, mais une dissuasion fondée sur une incertitude crédible et impossible à résoudre. Le levier créé par cette situation a permis à l'Iran d'établir ce qu'il appelle l'autorité du détroit du Golfe Persique, une organisation dont la fonction pratique est d'exploiter un système de péage. Les navires commerciaux qui cherchent à traverser le détroit d'Ormuz sont dirigés vers des intermédiaires affiliés au corps des gardiens de la révolution islamique, à qui ils doivent payer des frais pour recevoir une autorisation de transit. Avant ce conflit, environ 138 navires traversaient le détroit chaque jour. Ce nombre s'est effondré. Les navires qui passent encore sont en grande partie ceux qui ont accepté les conditions de l'Iran. L'Iran n'a pas eu besoin de bloquer le détroit avec des navires de surface. Il n'a pas eu besoin d'établir un poste de contrôle militaire visible. La menace que des sous-marins Gadir fassent quelque chose, la possibilité non spécifique, impossible à localiser, et toujours présente que quelque chose se produise, suffit à pousser les opérateurs commerciaux soit à demander la permission de l'Iran, soit à éviter complètement le détroit. Le détroit d'Ormuz transporte 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, soit environ 20 millions de barils par jour, et l'Iran en perçoit une rente. C'est la théorie des jeux dans sa forme la plus pure. Un joueur n'a pas besoin de jouer toutes les cartes qu'il a en main. Il doit seulement faire croire à son adversaire qu'il pourrait le faire. Et les Gadirs, silencieux sous l'eau, rendent cette croyance entièrement crédible. Il se trouve que le marché réagit moins à la confiance affichée au podium qu'à des sous-marins que personne ne parvient à trouver. Une découverte bouleversante pour toute équipe de communication qui pensait que les adjectifs étaient un système de défense. Cela a des conséquences directes bien au-delà de la région. Les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté de 50% depuis le début de ce conflit. Si l'essence coûtait 3 $ le gallon auparavant, elle coûte maintenant 4,50 $. Chaque fois qu'un conducteur fait le plein de sa voiture, il paie pour cet échec stratégique. Les taux hypothécaires ont atteint 7%, leur plus haut niveau en 7 mois. Pour toute personne qui pense acheter une maison, cette variation de taux signifie des milliers de dollars supplémentaires en intérêt chaque année. C'est la partie que les éléments de langage pro-Trump sautent généralement. La facture n'arrive pas au podium, elle arrive à la pompe. Mais la conséquence qui n'est pas encore pleinement arrivée, pour être encore plus grave, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une route du pétrole, c'est une route des engrais. La région du Golfe est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'intrants pétrochimiques essentiels à la production d'engrais. Lorsque cette chaîne d'approvisionnement est perturbée, lorsque ces intrants cessent d'atteindre les fermes, les effets n'apparaissent pas immédiatement. Ils apparaissent 6 mois plus tard, lorsque les rendements agricoles chutent et que les prix alimentaires commencent à augmenter d'une manière qui dépasse tout ce qui a été observé au cours des dernières décennies. La perturbation a déjà eu lieu, la chaîne d'approvisionnement a déjà été interrompue. Dans 6 mois, si les factures d'épicerie augmentent de 30% ou de 40%, une partie de l'explication remontera à 10 sous-marins posés au fond du Golfe Persique que personne n'a pu trouver. Ce conflit n'est pas quelque chose de lointain qui ne concerne que les planificateurs militaires. Il se paie chaque jour à la pompe et au supermarché.
Le Gadir n'est pas seulement un problème militaire moyen-oriental. C'est un problème de table de cuisine. Et Washington ne veut pas que ces points soient reliés. Il existe un parallèle historique qui éclaire la manière dont la guerre sous-marine transforme l'environnement stratégique, non pas par des événements spectaculaires isolés, mais par une menace soutenue et ambiguë. Le 7 mai 1915, le sous-marin allemand U vint à torpiller le RMS Lusitania au large des côtes de l'Irlande. Près de 1200 personnes sont mortes, dont 128 Américains. Le monde a été horrifié. Beaucoup ont supposé que cela ferait immédiatement entrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ce ne fut pas le cas. Mais la campagne soutenue de guerre sous-marine allemande, la menace permanente et impossible à résoudre des U-boots opérant dans des eaux que les navires devaient traverser, a progressivement transformé tout le paysage stratégique du conflit. Non pas à cause d'une seule attaque spectaculaire, mais parce que l'incertitude est une forme de pouvoir en soi. Lorsqu'une masse d'eau ne peut plus être utilisée en sécurité, lorsque chaque transit exige un calcul de risque qui n'existerait pas autrement, le poids économique et politique de cette incertitude s'accumule avec le temps. Les États-Unis ne sont pas entrés dans la Première Guerre mondiale à cause du Lusitania. Ils y sont entrés en 1917, 2 ans plus tard, lorsque le poids cumulatif de la guerre sous-marine allemande sans restriction avait rendu la neutralité continue stratégiquement intenable. Le même mécanisme peut être observé aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz. Il y a 10 sous-marins que personne ne peut trouver, un nombre inconnu de mines dotées de mécanismes de comptage qui peuvent attendre patiemment pendant des semaines ou des mois, un système de péage fonctionnant au grand jour, et des puissances navales européennes ancrées à l'extérieur du problème, en attente de garanties de sécurité qui ne peuvent pas être données tant que le problème existe, le mécanisme est identique. Ce n'est pas un seul acte spectaculaire de destruction, mais une incertitude soutenue et impossible à résoudre qui accumule de la pression sur chaque acteur du système. Les compagnies maritimes, les marchés de l'assurance, les importateurs d'énergie et les calculs diplomatiques de chaque gouvernement qui dépend de cette voie navigable. L'Iran n'a pas besoin que les Gadirs tirent une seule torpille. Il lui suffit qu'il reste caché. La question plus large est de savoir ce que cela révèle sur la nature du pouvoir au XXIe siècle. La marine des États-Unis, la force maritime la plus puissante de l'histoire humaine, avec ses groupes aéronavals, ses sous-marins nucléaires, ses avions fuite Poséidon et ses destroyers, équipés des sonars les plus avancés jamais construits, est stratégiquement contenue par une flotte de sous-marins dont chacun a la taille de 2 autobus urbains conçus par la Corée du Nord, construits en Iran et exploités par un pays soumis à des sanctions économiques depuis 45 ans. La France a son seul porte-avions dans la région. Le Royaume-Uni possède un destroyer de défense aérienne de premier rang. Les 2 navires attendent à l'extérieur du problème parce qu'ils ne peuvent pas résoudre l'incertitude créée par ces mêmes petits sous-marins et leurs mines. Le vice-président du Parlement iranien a déclaré la semaine dernière que l'Iran était officiellement devenu la 4e superpuissance mondiale et qu'il contrôlait un détroit appartenant de façon permanente à la nation iranienne. Cette déclaration était facile à ridiculiser pour de nombreux commentateurs occidentaux. Mais les événements sur l'eau rendent la question plus difficile à écarter. L'Iran ne contrôle pas le détroit comme les États-Unis contrôlent la mer de Chine méridionale avec des groupes aéronavals et une projection massive de puissance aérienne. L'Iran contrôle le détroit comme un plus petit animal contrôle un étroit passage de montagne. Non pas en étant plus fort, mais en étant placé de manière à rendre impossible le passage du plus gros animal sans qu'il accepte les conditions du plus petit. C'est le genre de réalité stratégique qui entre mal dans un slogan de campagne, ce qui explique peu être pourquoi elle reste si souvent à l'extérieur de la salle de rassemblement. Le grand stratège chinois Sun Tzu a écrit, en paraphrase, que l'excellence suprême dans la guerre consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Le Gadir n'est pas une arme de guerre au sens traditionnel. C'est une arme de paralysie stratégique. Son but n'est pas de détruire. Son but est de rendre la destruction suffisamment imaginable pour que l'adversaire change de comportement. Et cela fonctionne. Dans une analyse précédente, les empires étaient décrits comme ne déclinant pas simplement parce qu'ils sont défaits par une force supérieure, mais parce que leur image est fissurée, l'aura d'invincibilité, l'hallucination d'un pouvoir illimité qui pousse les autres à obéir. Les empires commencent à décliner lorsque les gens les regardent et voient clairement qu'il existe des limites, qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Les sous-marins Gadir ne vont pas vaincre militairement les États-Unis, ce n'est pas leur fonction. Ce qu'ils font et ce qu'ils ont déjà fait, c'est démontrer devant chaque gouvernement, chaque compagnie maritime, chaque commandant naval et chaque analyste stratégique dans le monde que la marine la plus puissante jamais assemblée ne peut pas trouver et neutraliser 10 sous-marins de la taille de 2 autobus urbains dans une masse d'eau, plus petite que le lac Michigan. Cette démonstration compte non pas parce qu'elle change fondamentalement l'équilibre militaire des forces, mais parce qu'elle change la perception de ce qui est possible. Elle dit
à chaque plus petit pays qui observe ce conflit qu'une capacité asymétrique déployée intelligemment dans le bon environnement peut créer un véritable levier contre la suprématie conventionnelle. Les dauphins du golfe Persique ont fait surface le 10 mai. Ils ont effectué leurs manœuvres et sont redescendus dans les eaux sombres. Quelque part, sous la surface du détroit d'Ormuz, 10 de leurs sœurs sont encore là, en attente, en train de compter. Personne à Washington, à Paris ou à Londres ne sait exactement où elles se trouvent. Cette incertitude simple et irréductible, vaut plus pour l'Iran que 100 navires de surface. Comprendre cela, c'est commencer à comprendre comment ce conflit et les conflits du même type se gagnent réellement. Et peu importe combien de fois un point de presse à la Trump répète pression maximale. La pression n'est pas maximale si l'autre camp contrôle encore l'incertitude. Il y a encore beaucoup d'éléments en mouvement dans cette analyse, surtout la dimension de la guerre économique, ce que l'échec du blocus signifie pour le système du pétrodollar et le rôle que la Chine jouera lorsque Trump rencontrera Xi à Beijing la semaine prochaine. La question centrale demeure. Si la mesure de la victoire dans ce conflit n'est pas de savoir qui détruit le plus, mais qui modifie le plus efficacement le comportement de l'autre camp, alors qui, en ce moment, est en train de gagner? Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Nouvelles du Continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.